cours concernant les fractures de la clavicule. C'est un motif fréquent de consultation de pavillon d'urgence en matière de traumatologie. Pratiquement chaque garde, on a plusieurs fractures, type fracture de la clavicule, pour les différents âges. Notre cours va avoir comme plan, premièrement, une introduction, anatomopathologie, diagnostic, complications immédiates, secondaires et tardives. Et ensuite, on va passer au traitement avec ces deux modalités, le traitement orthopédique et le traitement chirurgical. C'est des fractures, comme j'ai déjà dit, c'est des fractures qui sont fréquentes et qui siègent le plus souvent au niveau du tiers moyen de la clavicule. Le diagnostic clinique, il est clinique, il est évident, il est confirmé par la radiographie d'épaule de face. Le traitement, vous allez voir qu'il est essentiellement orthopédique, malgré qu'il donne souvent un calvicieux. Vous connaissez normalement calvicieux, c'est une consolidation en position vicieuse, mais la consolidation elle se fait généralement entre un mois de délai et suivi toujours, cette immobilisation suivie toujours par une rééducation qui doit être douce, prolongée, progressif. Une attention doit être atterrée, comme nous avons dit que c'est un traitement orthopédique qui est le plus souvent utilisé. L'attention doit être atterrée pour les fractures du tiers externe qui demandent une attention particulière parce que dans ces fractures-là, le traitement chirurgical peut être obligatoire. D'un point de vue anatomopathologique, il existe plusieurs classifications. Donc la classification donc la plus commune sépare ces fractures en fractures du tiers moyen qui représentent à peu près 75% des cas. Elles sont caractérisées par leur déplacement qui est important, qui est évident. Cliniquement, vous allez voir que le fragment interne il est ascensionné en haut sur l'action du muscle sternocleidomastoïdien et le fragment externe il est atterri en bas par le deltoïde et la position du bras. Les fractures du tiers externe et celles du tiers interne ne représentent que 25% des cas. Le diagnostic, nous allons voir comme forme typique les fractures du tiers moyen chez l'adulte, avec premièrement pour l'examen clinique. L'interrogatoire doit rechercher les circonstances et l'heure du traumatisme, l'heure du dernier repas, le mécanisme, comment il est, est-ce qu'il est indirect, cas le plus fréquent, lors d'une chute sur le moignon de l'épaule ou bien sur le bras en abduction. Parfois, il peut être direct, par un choc direct sur la clavicule. L'inspection doit se faire sur un malade torse nu et de manière comparative. On va noter donc la douleur et l'impotence fonctionnelle du membre supérieur. Le plus souvent, le patient se présente donc, dans une attitude de traumatiser du membre supérieur, c'est-à-dire qu'il va se tenir son membre malade, traumatisé par le membre contralatéral. Le moignon d'épaule traumatisé est abaissé et vous avez la déformation, elle est apparente avec un gonflement localisé au milieu de la clavicule. Vous avez aussi un raccourcissement de la distance acromio-sternale parce qu'il y a un chevauchement des deux fragments internes et externes de la clavicule. La palpation qui doit être bien sûr douce, elle perçoit sous la peau la saillie douloureuse du fragment interne et la mobilisation passive de l'épaule est possible, ce qui permet d'éliminer l'atteinte de l'articulation gléno-humérale. Le bilan initial est systématique, comprendra un examen loco-régional à la recherche des complications immédiates, surtout cutanées, parce qu'on peut avoir des ouvertures cutanées de dedans en dehors, c'est-à-dire c'est le fragment de la clavicule fracturée qui va embrocher la peau et sortir donc à travers cette plaie. Rechercher des complications vasculaires, la prise du pouls radial lunaire est obligatoire parce qu'on peut avoir des complications vasculaires parce que la clavicule derrière elle, vous avez déjà l'artère et la veine sous-clavière qui passent en arrière, ils peuvent être embrochés ou bien comprimés par les fragments. Nous recherchons aussi des complications nerveuses en étudiant quand même la sensibilité à la mobilité des coudes, du poignet et de la main, parce que là aussi, la clavicule en arrière passe des branches du plexus brachial
et qui peuvent être aussi lésés lors du déplacement fracturaire. Rechercher aussi des complications, pleuropulmonaires. On va essayer d'accepter vos collègues. Pardon. D'accord. Faire aussi, donc on a aussi des complications pleuropulmonaires parce qu'en dessous de la clavicule, vous avez le dôme pulmonaire qui est juste en bas et qui peut être lésé par le traumatisme. Faire aussi un examen général, donc l'âge, des antécédents pathologiques, et aussi rechercher donc d'autres lésions qui peuvent être associées au traumatisme et à la chute. Donc voici donc sur ce patient la déformation, comment vous allez voir le patient en attitude de traumatiser des membres supérieurs, et la déformation elle est apparente lorsqu'il s'agit d'une fracture du tiers moyen de la clavicule. L'examen radiologique, donc il confirme le diagnostic, donc il permet de voir le trait, le type de trait, le déplacement. C'est un cliché centré sur l'épaule de face, c'est-à-dire essentiellement sur la clavicule. Parfois, dans les formes de fracture de clavicule non déplacée, on peut faire ce qu'on appelle un cliché en défilé, c'est-à-dire que le patient, donc, il est en décutis dorsal et on met la cassette derrière l'épaule et on fait un cliché beaucoup plus à rayon oblique, tangent, pour essayer de détecter les fractures non déplacées. Il y a des formes cliniques. Ces formes cliniques, c'est en fonction du siège de la fracture, comme on a déjà parlé, et aussi en fonction de l'âge aussi. Donc, pour les sièges de la fracture, on revient à cette histoire des fractures du tiers externe de la clavicule qui doivent faire rebuter une lésion des ligaments coracoclaviculaires. Pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, les ligaments coracoclaviculaires, c'est des ligaments qui partent du sommet de la coracoïde, vous connaissez normalement l'apophyse coracoïde, et qui partent à la face inférieure de la clavicule. Et ça permet d'attacher la clavicule, et on va revenir dans la deuxième partie du cours lors des luxations acromioclaviculaires. Vous avez voir le rôle de ces ligaments coracoclaviculaires, comment ils maintiennent la clavicule attirée en bas pour qu'elle se déplace pas en haut. Donc, si vous avez une fracture du tiers externe, et lorsque ces ligaments coracoclaviculaires ont été lésés par le traumatisme, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir progressivement le fragment interne de la clavicule fracturé va se déplacer progressivement. Il ne va pas y avoir de contact entre les deux fragments de la clavicule fracturée, et donc vous allez voir absence de consolidation, bien ce qu'on appelle la pseudarthrose. La pseudarthrose, par définition, c'est une absence de consolidation au-delà des délais normaux de consolidation. Et c'est là où l'indication chirurgicale elle est formelle. Si on n'opère pas les clavicules, mais les fractures du tiers externe de la clavicule qui sont déplacées par lésion des ligaments coracoclaviculaires ne peuvent être traitées que chirurgicalement. Donc, lorsqu'il s'agit, c'est en fonction de la rupture ou non de ces ligaments coracoclaviculaires. Et même, il faut être aussi attentif parce que vous pouvez avoir au départ une fracture du tiers externe qui n'est pas déplacée. Il ne faut pas fermer l'œil, il faut la suivre de près parce que vous pouvez avoir ce qu'on appelle un déplacement secondaire. C'est pour cette raison on fait des consultations pratiquement chaque semaine pour toutes les lésions traumatiques en traumatologie. On fait des contrôles chaque semaine, surtout les premiers 21 jours, à la recherche d'un déplacement secondaire, parce qu'au-delà de 21 jours, normalement, vous risquez plus d'avoir un déplacement secondaire parce qu'il y a formation du cal fibreux, et ce cal fibreux, généralement, il permet de diminuer au maximum le déplacement secondaire. Bien sûr, sauf s'il y a eu un nouveau traumatisme, ou bien une nouvelle chute. Les fractures du tiers interne, on a déjà parlé, elles sont rares et en règle générale, elles sont peu déplacées. Vous allez devenir pourquoi? Parce que du fait des ligaments sternoclaviculaires qui sont très forts et qui maintiennent donc un éventuel déplacement. Là, c'est la fracture du tiers externe. Vous voyez
Donc, c'est lorsque il y a une rupture de ces ligaments coracoclaviculaires que ce fragment interne de la clavicule remonte en haut, remonte en haut. Il n'y a plus de contact entre les deux fragments de fracture et donc vous n'aurez pas avoir de consolidation. Et c'est là où l'indication chirurgicale, elle est de règle. Selon les formes cliniques, selon l'âge du blessé, vous avez donc les fractures de l'enfant. L'enfant fait beaucoup de fractures de la clavicule. Elles sont très fréquentes chez l'enfant. Et je ne sais pas si vous avez fait le cours concernant les fractures de l'enfant. L'enfant, il fait des fractures un petit peu particulières par rapport à l'adulte. Il y a ce qu'on appelle les fractures en mode de beurre, les fractures en bois vert, les fractures plastiques, c'est-à-dire c'est plus simple, déformation de l'os. Dans la clavicule, il fait beaucoup plus des fractures en bois vert. Et bois vert, ça signifie, comme son nom l'indique, c'est-à-dire issu du bois qui est vert. Lorsque vous prenez du bois vert et vous essayez de le casser, vous allez voir une corticale qui va être tordue et l'autre corticale en face qui va être fracturée. Et heureusement pour l'enfant, c'est des fractures qui consolident rapidement au bout de 3 semaines et avec un cal vicieux, mais heureusement pour l'enfant parce qu'il est toujours en train de faire sa croissance. Et la fermeture de la clavicule, la croissance de la clavicule se fait vers l'âge de 19 ans, 20 ans, et donc il a assez de temps pour faire ce qu'on appelle un remodelage. Le remodelage avec le croissance, c'est-à-dire au départ vous avez un cal vicieux, et avec la croissance, l'enfant qu'est-ce qu'il fait? Il va sculpter sa clavicule pour retrouver sa forme initiale, normale. Malheureusement, chose qui n'existe pas chez l'adulte. Parce que chez l'adulte, une fois qu'il fait le cal vicieux, il va le garder à vie. Mais, en contrepartie, chez l'enfant, c'est un autre problème qui se pose. Parce qu'on a ce qu'on appelle les fractures obstétricales. Vous avez fait module de gynéco? Non. Donc, vous avez fait le module de gynéco. Vous m'entendez? Donc, vous avez ce qu'on appelle les fractures obstétricales. Les fractures obstétricales, c'est des fractures qui surviennent au moment de l'accouchement, du fait d'un accouchement un petit peu dystocique, avec surtout au moment de dégagement des épaules. On peut avoir une fracture de la clavicule. Ça ne pose pas de problème d'un point de vue fracture de la clavicule lorsqu'elle est isolée. Parce que généralement, elle consolide au bout de 2 semaines sans aucun traitement. Le problème, c'est qu'elle peut être la partie saillante de l'iceberg, c'est-à-dire elle cache derrière elle une atteinte du plexus brachial. Et l'atteinte du plexus brachial, elle est de pronostic méchant. Parfois, l'enfant ne récupère pas et garde un membre qui est paralysé. Donc, il faut faire attention. Lorsque vous avez un nouveau-né qui a une fracture de la clavicule, il faut bien examiner son membre supérieur à la recherche de signes neurologiques parce que vous pouvez avoir en dessous de cette fracture de la clavicule, vous pouvez avoir une paralysie du plexus brachial, rentrant toujours dans le cadre des traumatismes obstétricaux. Donc là, vous voyez, c'est une simple fracture à peine visible, déjà qui commence à consolider, mais vous voyez, normalement, le nouveau-né, il a une attitude en flexion des 4 membres. Donc, pour le membre atteint, vous voyez que c'est un membre qui est flasque, avec un poignet qui fléchit, et là, c'est très probablement, c'est fortement évocateur d'une atteinte du plexus brachial, et donc l'évolution, parfois, elle est très méchante. L'enfant peut ne pas récupérer sa fonction du membre. Les complications, donc on a déjà parlé des complications au cours de l'examen clinique comme étape au cours de l'examen clinique. Ici, on va un petit peu les organiser. On va les séparer en complications immédiates. Vous avez les complications cutanées, l'embrochage cutané par le fragment interne. Vous avez les complications vasculaires. Il faut faire attention. Vous avez l'artère sous-clavière qui peut être lésée par un fragment osseux ou bien être comprimée lors du traumatisme. Comment il faut la suspecter? Cliniquement, surtout, vous avez un hématome supraclaviculaire extensif, c'est-à-dire qu'il va en augmentant de volume d'heure en heure, avec une abolition du pouls ou parfois une diminution du pouls par rapport au côté contralatéral. Là, il faut rapidement faire une exploration vasculaire. Donc, autrefois, on fait beaucoup plus des artériographies. L'artériographie, elle consiste à injecter un produit de contraste en intraveineux et de le suivre pour faire des radios au niveau de la clavicule. Mais c'est très difficile de synchroniser le cliché avec le produit de contraste. Et pour cette raison, actuellement, avec l'avènement du scanner, on a ce qu'on appelle les angioscanners. C'est-à-dire, c'est le scanner qui injecte le produit
il sait quand il va tirer le cliché. Donc, vous avez de très belles images donc, pour les lésions vasculaires. On a aussi les lésions nerveuses, il ne faut pas les méconnaître. Vous avez les lésions du plexus brachial et vous avez aussi les complications pleuropulmonaires à type d'emphysème sous-cutané. Là, donc, c'est un schéma, donc, anatomie. Vous voyez, donc, là, la clavicule, elle est là. Mais derrière elle, il y a vraiment des éléments qui sont très nobles. Vous avez l'artère et la veine sous-clavière, vous avez le plexus brachial, et on va bien sûr. Okay. Oui. Si c'est possible, d'accepter Il y a de nouveaux arrivants. Ah oui. D'accord. On va les accepter. Un seul. Ah, normalement, c'est notre fois. Ça va beaucoup pour donc, j'essaie de renouveler la demande. C'est bon, docteur. C'est bon? Ah oui. D'accord. Donc, on continue donc, la présentation. Donc, vous voyez comment c'est dangereux. Comme on a l'impression que la fracture de la clavicule, c'est quelque chose de bénin. Mais vous imaginez donc une simple fracture qui va entraîner des lésions vasculo-nerveuses ou même aussi pleuropulmonaires. Les complications secondaires, vous avez des complications osseuses. L'ostéite, c'est une infection localisée de l'os, c'est-à-dire l'os, il arrive quand même à consolider, mais il garde quand même un processus infectieux qui peut évoluer selon un mode chronique. Pseudarthrose, on a déjà parlé, qu'est-ce que ça veut dire pseudarthrose? C'est-à-dire c'est l'arthrose de consolidation au-delà des délais normaux de consolidation, et c'est surtout l'apanage des fractures du tiers externe qui n'ont pas été malheureusement opérées. Et c'est là où il faut intervenir dans les fractures de la clavicule. Et aussi parce que il y a deux écoles pour les fractures de la clavicule. Il y a les écoles, ceux qui opèrent, ils n'acceptent pas le calvicieux. Il y a ceux qui n'opèrent pas. Et ceux qui n'opèrent pas, avance comme argument, le fait d'opérer, ça va entraîner donc une évacuation de l'hématome fracturaire qui est important à la consolidation et expose donc à un risque élevé de pseudarthrose et aussi d'infection parfois. Et lorsqu'on a la pseudarthrose associée à l'infection, on appelle ça pseudarthrose septique, qui est vraiment très difficile à gérer. C'est pour cette raison que les promoteurs du traitement orthopédique disent qu'il vaut mieux avoir une consolidation en calvicieux que d'aller opérer et se retrouver par la suite avec des complications à type de pseudarthrose septique. Vous avez aussi les complications vasculaires, les anévrismes de la sous-clavière, c'est-à-dire vous pouvez avoir une rupture de la veine et de l'artère sous-clavière, une rupture de la veine et de l'artère sous-clavière, vous n'avez pas de saignement, c'est un saignement qui va s'arrêter, mais au contraire, il va y avoir une communication entre l'artère et la veine sous-clavière, ça va entraîner des fistules artério-veineuses, qu'on appelle des fistules, ou parfois la rupture de l'artère entraîne une poche accolée à l'artère qu'on appelle anévrisme. Et parfois aussi, ça va entraîner aussi des thromboses localisées qui vont mettre du temps à se résorber et parfois même ils peuvent se migrer et ces thromboses peuvent entraîner le décès par complication à type d'embolie pulmonaire. Les complications tardives, on a les calvicieux. Les calvicieux, c'est pas vraiment une complication parce qu'on l'attend. Lorsqu'on fait un traitement orthopédique, on ne traite pas la fracture correctement, on sait qu'elle va consolider en calvicieux. Et comme autre complication aussi, c'est la raideur de l'épaule. La raideur de l'épaule, c'est pour cette raison que le traitement doit être toujours encadré par une rééducation fonctionnelle bien et longtemps poursuivie. Le problème de raideur d'épaule se pose chez les sujets âgés beaucoup plus. Pourquoi les sujets âgés? Parce que le plus souvent, on a en plus de la fracture de la clavicule des lésions négligées des muscles de la corde rotateur. C'est pour cette raison qu'il faut être très attentif, il faut essayer de demander des échographies surtout pour explorer ces muscles de la corde rotateur qui peuvent aussi être
siège de lésion. Donc là, vous voyez cette fracture de la clavicule du tiers externe, elle est consolidée. Les traces que vous voyez sur la peau, c'est les traces d'élastoplaste. C'est une bande élastique qu'on colle sur la fracture en essayant d'en maintenir. Mais ça consolide en calvicieux. Le problème, c'est un problème vraiment esthétique, beaucoup plus. Parce que ça ne retentit pas sur la fonction, surtout chez les sujets. Le traitement, on a déjà parlé qu'il s'agit soit d'un traitement orthopédique ou bien d'un traitement chirurgical. Le traitement orthopédique, c'est-à-dire ce qu'on va essayer, on va essayer de réduire le maximum qu'on peut en position dite de rétropulsion de l'épaule. C'est une position de garde à vous, c'est-à-dire il faut porter les épaules en arrière et maintenir par un bandage ou bien par un amovible. Et ce bandage, parfois on associe aussi des bandes d'élastoplaste en essayant un petit peu de comprimer le foie. La consolidation en règle est obtenue au bout de 4 à 6 semaines. Et au décours de cette phase de démobilisation, on adresse le malade pour la rééducation fonctionnelle qui fait partie intégrante du traitement. Le traitement sanglant, c'est beaucoup plus, on a déjà parlé, c'est pour les fractures du tiers externe déplacées. Pour les fractures du tiers moyen, exceptionnellement, on réalise le traitement chirurgical. C'est beaucoup plus en fonction des écoles. Lorsqu'il s'agit d'un sportif de haut niveau, on ne va pas accepter un calcaire vicieux, il va demander un traitement chirurgical. Et aussi pour les fractures du tiers moyen associées à des complications. C'est-à-dire si vous avez une lésion vasculaire associée, vous allez réparer votre lésion vasculaire et à la fin, vous allez ostéosynthétiser votre clavicule. Là, c'est le bandage en 8, adulte et enfant. Là, c'est le modèle commercialisé. Mais vous allez voir, lorsque vous passez au niveau des urgences, on n'a pas vraiment ce luxe-là. On essaie de faire des bandages en 8 avec du jersey et du coton cardiaque. C'est des moyens de fortune, c'est des types des anneaux de fortune qu'on réalise. Là, c'est une fracture donc, de la clavicule donc, qui a bénéficié d'une stabilisation par une plaque fessée. En bas, la stabilisation a été faite par un embrochage. Et c'est cet embrochage-là qui est source de complications à type de pseudarthrose. Donc, si on opère, on opère dans les meilleures conditions. Il faut qu'on ait le meilleur matériel de synthèse disponible, qui est des plaques. Là, c'est une fracture du tiers externe, vous voyez, elle est déplacée, et il n'en est pas question, il ne faut pas la laisser comme ça, il faut l'opérer. Heureusement, donc, il a bénéficié d'un traitement chirurgical, vous voyez la qualité de la réduction et de l'osteosynthèse. Donc, j'ai parlé de la qualité du matériel de synthèse parce qu'actuellement, les plaques de la clavicule sont en train de se développer. Les dernières plaques, c'est des plaques en titane, des vis en titane. C'est des plaques en forme de S italique allongée, c'est-à-dire qui reproduisent parfaitement la forme de la clavicule. Et ces plaques sont dites verrouillées. Pourquoi verrouillées? Parce que là, au niveau des vis, lorsque les vis arrivent au niveau du niveau de la plaque, ils continuent aussi de faire des tours dans un filetage au niveau de la plaque même. C'est-à-dire les forces d'arrachement vont être minimes. Et c'est des plaques qui garantissent le meilleur résultat. En conclusion, on peut dire que les fractures de la clavicule sont fréquentes. Elles siègent le plus souvent au tiers moyen. Le fragment proximal se déplace en haut et en arrière. On a vu pourquoi le muscle stéatocleidomastoïdien qui tire en haut et en arrière. Le diagnostic, il est clinique. Il est évident, surtout pour les fractures du tiers moyen qui sont déplacées et bien sûr confirmé par la radiographie de face. Le traitement, il est essentiellement invasif avec contention par anneau, malgré la conséquence principale qui est la consolidation visceuse. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Merci à vous, docteur. Les questions, docteur, arrivent le chat. J'appelle la fenêtre à 10 minutes. D'accord. Donc, le chat. Est-ce que les fractures de la clavicule sont des fractures articulaires ou fractures extra-articulaires? C'est des fractures qui sont extra-articulaires, des fractures de la clavicule. Parce que j'intéresse le fragment diaphysaire. Et chez nous, est-ce qu'on fait une chirurgie du calvicieux? On peut faire une chirurgie du calvicieux, mais avec les conséquences. Avec les conséquences, c'est plus si on n'a pas du matériel adapté.
Si on amuse à opérer un calvicieux, on n'a pas des plaques adaptées, on essaie de mettre une plaque normalement qui est conçue pour l'avant-bras, on essaie de la mettre au niveau de la clavicule en essayant de la contourner un petit peu avec des astuces de bloc pour la contourner, donc automatiquement vous allez avoir un mauvais résultat. Il vaut mieux avoir un calvicieux que de se faire opérer n'importe comment et avec n'importe quel matériel. Pourquoi il survient l'anévrisme de l'artère sous-clavière? L'anévrisme, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez une blessure au niveau de l'artère. Au niveau de l'artère, vous avez une blessure. Et cette blessure-là, elle va cicatriser, mais avec une cicatrice qui est fine. Et du fait de la pression sanguine, cette cicatrice fine de l'artère va gonfler à la manière dont on gonfle un ballon d'enfant. Et donc, cet anévrisme, c'est l'équivalent d'un petit ballon qui va être accolé à l'artère sous-clavière. Donc, l'autre question, donc, l'élastoplast, dans quel cas on utilise et comment le placer? L'élastoplast, c'est un truc qu'on fait, nous, qu'on fait beaucoup plus, c'est des trucs de bord qu'on utilise. On essaye de coller et de colmater la région fracturelle pour minimiser le déplacement au maximum. Mais on n'aura jamais un résultat réel. On essaie de minimiser au maximum le calvicieux. On le place directement sur la peau après avoir un petit peu nettoyé à l'autre chirurgical pour ne pas avoir de problème de saleté et d'arrachement secondaire. Et au-dessus de l'élastoplast, on met notre anneau, c'est-à-dire notre bandage en haut. Excusez-moi, donc la dernière question, parce que fracture articulaire. Comment on enlève les plaques? Comment on enlève? En matière d'ostosynthèse, normalement, on enlève les plaques à 18 mois. Après consolidation, on attend 18 mois. C'est les recommandations de l'AO. L'AO, c'est l'association d'ostosynthèse internationale. Mais parfois, le patient peut ne pas faire d'ablation. Il peut vivre avec. Il peut avoir des douleurs climatiques, lors du froid, il peut avoir des douleurs. Actuellement, il faut savoir que les progrès se font beaucoup plus vers du matériel d'ostosynthèse qui est auto-résorbable, c'est-à-dire qui va se résorber progressivement, comme le fil est résorbable. Donc actuellement, on fait beaucoup plus, c'est des travaux qui se font beaucoup plus vers le matériel d'ostosynthèse qui est résorbable pour éviter justement un deuxième geste chirurgical pour le patient. Est-ce qu'il y a un risque de luxation associée? Luxation associée, oui, lorsque le traumatisme est important, on peut avoir une fracture de la clavicule associée à une luxation gléno-humérale, surtout dans ce qu'on appelle des syndromes d'écrasement de l'épaule. Le calvicieux, donc explication du calvicieux, le calvicieux, c'est une consolidation en position vicieuse. Position vicieuse, on dit quelqu'un vicieux, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'a pas. Donc c'est ça le calvicieux. C'est une consolidation en position vicieuse. Est-ce qu'on enlève les plaques utilisées après guérison? On a déjà parlé de cette question. D'accord. Est-ce que la fracture du cœur externe peut stimuler luxation acromio-claviculaire déplacée? Oui, elle peut passer parfois. Donc elle peut parfois prêter confusion devant un œil non averti, si on ne prend pas notre soin de bien examiner la radiographie. Est-ce que vous pouvez répéter la notion des fractures en bois vert? Vous allez voir avec M. professeur Fernand, des fractures chez l'enfant. L'enfant, il fait des fractures un petit peu particulières. Parmi les types de fractures qu'il fait, donc il fait des fractures d'écoulement. Vous allez les voir par la suite dans le cours. Les fractures d'écoulement, les fractures en bois vert, les fractures en mode de beurre et aussi des déformations plastiques, ce qu'on appelle des fractures plastiques. Tout ce qui est de la fracture en bois vert, donc vous prenez Ghosn Akhdar et vous essayez de le casser. Je ne sais pas si vous avez, normalement tous vous avez essayé ça dans votre enfance. Vous allez vous rappeler qu'en cassant ce bois vert, Ghosn Akhdar, la corticale, là où vous appuyez, elle va être fléchie. Et l'autre corticale en face, elle va être fracturée avec des écailles. C'est ce qu'on appelle des fractures en bois vert. Autre question, donc, je n'ai pas encore compris les fractures en bois vert, on a parlé. J'espère que vous avez compris.
Pourquoi on aura une importance fonctionnelle des membres supérieurs? Ça ne touche pas l'épaule. Ça ne touche pas l'épaule, mais la clavicule a fait partie du membre supérieur. Du fait de la douleur, vous n'arrivez pas à avoir une fonction normale. Du fait de la douleur, à chaque fois que vous avez déjà le déplacement, la contraction du muscle sternocleidomastoidien, la douleur, l'œdème, et à chaque fois que vous allez mobiliser votre épaule, vous avez mal. Et là, c'est l'importance fonctionnelle. Comment on fait la prise en charge en cas de lésion du plexus brachial chez l'enfant? Là c'est tout un cours. Le plexus brachial, il faut savoir, c'est les stades en fonction de la gravité. Généralement, on a 3 types de gravité. Type 1, type 2, type 3, c'est-à-dire neurotmiesis, axonotmiesis et la neurapraxie qui est le type le plus simple. La neurapraxie, normalement, elle récupère facilement, toute seule. Pour les autres types, donc là, il faut attendre, parfois on est obligé d'opérer, parfois on opère au stade de séquelles. Mais ça reste quand même un problème de santé publique, surtout dans notre pays, avec les accouchements dystociques. Les sages-femmes parfois font des manœuvres qui sont vraiment effrayeuses. Et ailleurs en Europe, lorsqu'il y a indication d'une césarienne, on fait la césarienne. On ne pose pas l'indication de la césarienne et on va avec la femme parce qu'elle ne veut pas avoir une cicatrice. Elle demande si on peut l'aider pour accoucher normalement. Et là, elle va accoucher, mais elle va avoir un enfant qui est handicapé pour toute sa vie. D'accord. Quels sont les cas? Quelles sont les conséquences de pseudarthrose? Les conséquences de la pseudarthrose, elles vont, normalement, elle est indolore, c'est-à-dire le patient, il sent les fragments de la clavicule en train de se déplacer, de mouvements, de micro-mouvements, mais qui sont indolores, mais qui sont quand même gênants. Et parfois même, vous avez une diminution de la mobilité, parfois, ça donne une mobilité indolore. Et il y a des patients qui peuvent accepter cette mobilité indolore. Ils ne demandent rien. Il y a ceux qui demandent à être opérés. Quels sont les cas? Parce que la chirurgie de l'appareil locomoteur, c'est une chirurgie fonctionnelle. Fonctionnelle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire on améliore la fonction. Si le patient accepte quand même sa fonction, on ne fait rien. Mais s'il n'accepte pas sa fonction elle est nettement diminuée, il vient demander une solution chirurgicale, on va lui proposer quel geste on va lui faire avec toutes les conséquences. Et on fait avec lui un contrat et on opère avec toutes les conséquences qui peuvent survenir. Quels sont les cas où on n'enlève pas le matériel de sous-synthèse? J'ai dit qu'on peut ne pas enlever. On peut ne pas enlever, mais le patient risque d'avoir quand même des douleurs, surtout au cours du pharma. L'idéal, c'est de faire l'ablation du matériel de sous-synthèse à 18 mois. C'est-à-dire la consolidation elle survient et ensuite il faut attendre 18 mois après la fracture pour faire l'ablation. Parce qu'il y a le problème de refracture après ablation du matériel de sous-synthèse. Donc, pourquoi une importance fonctionnelle? Quelles sont les conséquences? Comment différencier fracture du tiers externe et luxation acromioclaviculaire sur radio? Donc, fracture du tiers externe. La disjonction acromioclaviculaire, vous avez la lésion au niveau de l'acromioclaviculaire, au niveau de l'interligne, vous avez un déplacement, et les fractures du tiers externe, c'est la fracture qui est loin de l'articulation acromioclaviculaire. Fracture en bois vert, qui m'a. Très bien, qui m'a غصن الورد, qui m'a كسرة, c'est la même chose, c'est le bois vert. Quels sont les types de fractures qu'on va avoir une luxation associée? Quels sont les types de fractures qu'on va avoir une luxation associée avec eux? C'est pas vraiment le type de fracture, c'est beaucoup plus l'importance du traumatisme. C'est-à-dire, plus le traumatisme est important, plus vous avez de lésions associées. C'est une simple chute domestique sur le membre en extension. Vous allez avoir seulement une fracture de la clavicule, mais c'est un traumatisme violent du membre supérieur. Vous pouvez avoir une fracture de la clavicule associée à une luxation de la glino-humérale, associée à une fracture du supérieur de l'humérus. C'est-à-dire, plus le traumatisme est violent, plus vous avez des lésions.
le mécanisme indirect de cette fracture. Le mécanisme direct, c'est-à-dire c'est un choc direct sur la clavicule. Le mécanisme indirect est plus fréquent. C'est une chute. Lorsque vous faites votre chute, vous avez un moyen de protection. Hop, vous essayez de protéger avec votre main, en posant la main sur le sol et en fixant votre main. Parce que l'idéal, c'est comme les gens les parachutistes, lorsqu'ils font leur chute, ne fixent jamais le mouvement. C'est-à-dire une chute et ensuite ils continuent de rouler. Lorsque vous posez directement votre main et vous bloquez votre main sur le sol, vous allez avoir le sol qui va répondre d'une force qui est équivalente, inverse, qui va être transmise le long du membre, arriver au niveau de la clavicule et la fracturer. C'est ça le mécanisme indirect. L'application de la souplesse lorsqu'on peut l'articulation de part et d'autre de la fracture ou bien. Oui, on fait un croisement. Donc, vous pouvez faire n'importe quel schéma d'application d'élastoplaste. L'essentiel, le croisement des différentes bandes se fait au centre de la fracture. Est-ce qu'on peut trouver une fracture communitive? Oui, on peut trouver des fractures communitives. Et le traitement, soit le traitement orthopédique. Et si on opère, il faut avoir les moyens nécessaires, c'est-à-dire avoir une plaque adaptée. Le mécanisme d'ostéite, c'est-à-dire lorsque vous avez une fracture qui est ouverte, vous avez une infection, donc qui va être là, qui va se greffer sur l'os, et l'os il parvient quand même à consolider, mais il persiste toujours un foyer d'infection qui risque de donner un écoulement purulent de temps en temps et rentrer dans un mode chronique. Et aussi dans le cadre aussi des formes opérées, parce que lorsqu'on opère, on expose le foyer de fracture à l'infection. C'est pour cette raison les partisans du traitement orthopédique disent qu'il vaut mieux accepter un calvicieux qui n'a un retentissement esthétique que d'aller opérer et par la suite se retrouver avec des complications qui sont un petit peu sérieuses. Parce qu'avoir une infection importante au niveau claviculaire, elle peut diffuser vers le poumon, vers le médiastin, et entraîner beaucoup de problèmes, sérieux problèmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Est-ce que c'est clair cette première partie du cours concernant les fractures de la clavicule? C'est clair.